Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Michel Sapin, bonjour. Bonjour. D'abord la mort de Christophe de Margerie, évidemment, l'immense patron de Total. Et à l'évidence, c'est une perte considérable pour l'industrie, l'économie, pour la France même. Et vous le connaissiez. Oui, bien sûr, je connaissais à la fois comme patron de la plus grande entreprise française de renommée mondiale, présente partout, qui portait une image forte, dynamique de l'économie française. Il n'y en a pas beaucoup qui portent ainsi cette image, et par ailleurs, je le connaissais comme homme. Oui, on peut dire qu'il est mort au champ d'honneur professionnel, parce qu'il était un patron de terrain. Oui, il est mort dans un accident, comme toujours dans ces cas-là, qui semble d'une bêtise effroyable. En voyage, parce qu'il voyageait beaucoup. Effroyable, donc je pense vraiment à tous ceux qui l'aimaient et qui sont aujourd'hui à la peine. Quand on le connaît, on peut dire que c'était un manager. Et vous me dites si vous êtes d'accord, emblématique, provocateur, chaleureux, patriote, sans cesse sur la brèche, et connu dans le monde, redouté pour sa franchise et son plaisir à dire ce que les autres cachaient. C'est-à-dire que dans l'action, il osait. Oui, mais parce que c'était vraiment un grand chef d'entreprise, mais en même temps, c'est un grand personnage, je dirais presque une grande gueule, une capacité à dire fort, sans craindre de gêner ce qu'il pensait à ceux à qui il parlait, quels que soient ceux à qui il parlait, chef d'État, grand chef d'entreprise ou, bien entendu, responsable politique français avec qui il savait parler franchement. Pour Total, et on l'a entendu ce matin, c'est la sidération et le drame, et toute la nuit aussi. Christophe de Margerie avait fait de Total un des grands groupes pétroliers les plus puissants du monde, vous l'avez dit. Le siège de Total et les pertes de Total étaient en France. Son développement et ses profits à l'étranger. Et en France, il payait bien des impôts. Pas tous ses impôts, mais des impôts. Non, évidemment, il payait les impôts qu'il devait, mais une entreprise qui fait très peu de profits en France, où il paye ses impôts et beaucoup de profits à l'étranger, paye aussi des impôts à l'étranger, c'était la caractéristique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est une entreprise française qui a choisi de rester implantée en France et qui tenait sa force, il le disait, du fait d'être française. C'est une force aussi quand on veut se développer, quand on veut avoir une entreprise dynamique, que de se dire français, de se revendiquer français. Il n'y a pas de honte à cela et il ne faut pas justement... C'était un des meilleurs lutteurs contre le French bashing qu'il insupportait. Est-ce que vous dites ce matin que l'État souhaite sans doute que le successeur ne change pas de stratégie et qu'il aille vite ? Je souhaite à l'entreprise évidemment de trouver très vite cette stabilité nécessaire, cette dynamique nécessaire. C'est une entreprise privée, mais c'est une entreprise qui est tellement importante pour l'économie française qu'évidemment cela intéresse aussi l'État que de l'avoir retrouvé rapidement la stabilité et la force. Total, qui a travaillé toute la nuit, réunira un conseil dans les plus brefs délais, dans les heures ou les jours qui viennent. Est-ce que le moment venu, l'État suggérera quelque chose à Total ? L'État n'a rien à dire par rapport à la direction d'une entreprise privée, et 100% privée. Simplement, c'est un partenaire de l'État parce que cette entreprise est la plus grande et une des plus belles entreprises françaises. On dit que François Hollande le connaissait aussi ? Oui, évidemment, nous le connaissions dans notre vie privée par ailleurs. Ah, la vie privée ? Mais on a droit à une vie privée dans la vie. Non, mais sans être indiscret, c'est-à-dire que vous le voyiez aussi parce que c'était un personnage, j'allais dire chaleureux. Voilà, c'est un personnage accessible. chaleureux, c'est un personnage amical, un personnage qui mettait de la joie partout, au-delà du sérieux qui était le sien. Je note votre émotion, elle est partagée. Et on ne dit pas ça parce qu'il est mort, mais parce qu'il était comme ça quand il est venu à Europe en janvier. Et puis on le voyait de temps en temps. Mais pour des raisons différentes, Michel Sapin, les grands groupes d'énergie perdent leur patron. EDF, vous avez remplacé Henri Proglio par Jean-Bernard Lévy. GDF Suez prépare des changements à sa tête. Areva, Luc Courcelles démissionne pour des raisons de santé. Et puis Christophe de Margerie disparaît. C'est une étrange coïncidence. C'est un concours de circonstances absolu, chacun le voit bien. En même temps, ça montre aussi que nous sommes dans un autre moment. La loi sur la transition énergétique, qui est une loi très importante, à la fois pour la planète elle-même, mais aussi pour l'économie française, pour sa capacité à rebondir, pour faire en sorte qu'il y ait plus de travail, plus d'emplois. Enfin, toute cette loi sur la transition énergétique, au fond, elle va être mise en œuvre aujourd'hui, concours de circonstances absolues, par de nouvelles équipes. Et voilà, peut-être est-ce... un moment important pour la France, où on prend un virage qui est un virage respectueux de l'environnement et en même temps un virage pour plus de croissance, plus d'activité. Avec des équipes nouvelles.
et puis qui est complètement tournée vers l'avenir, parce que la France a un avenir, notre économie a un avenir. Une des puissances mondiales dans le domaine énergétique, c'est la France. Disons-le, reconnaissons-le, soyons-en aussi fiers. Défendez-la, elle est assez attaquée. Vous étiez à Berlin avec Emmanuel Macron hier. Quel accord vous avez tous les deux obtenu en discutant avec votre ami Schäuble et avec Sigmar Gabriel? Quel accord? Quel compromis? La lecture de la presse, je peux le comprendre, c'est qu'on allait chercher là-bas, je ne sais pas quel accord, quel pacte. Mais c'est pas comme ça que fonctionne bien la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne, ce sont les deux plus grandes puissances économiques de l'Europe. Très bien, mais vous êtes arrivés à quoi? À nous deux, c'est plus de 50% de la production de l'Europe. Si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, l'Europe s'écroule. L'Europe s'affaisse. Et donc, la bonne manière de se parler entre nous, c'est pas de dire « qu'est-ce que tu me donnes et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Ça, c'est pas respectueux. Ça n'est pas à la hauteur de nos deux pays. La bonne manière de parler, c'est « qu'est-ce qui est bon pour toi ?» Toi en Allemagne, qu'est-ce qui est bon pour toi? Toi en France, qu'est-ce qui est bon pour toi? Et tous les deux, ensemble, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'Europe? C'est comme ça qu'on avance. Qu'est-ce que vous avez proposé? Et qu'est-ce que vous... Ce qui est bon pour la France aujourd'hui, c'est d'avoir un budget plus équilibré, de diminuer nos déficits, de faire des économies de dépenses publiques. C'est de mettre en place des réformes qui soient des réformes en profondeur, qui portent de la croissance pour demain. Du côté de l'Allemagne, là, a besoin aujourd'hui de pousser un peu plus son économie. Elle a besoin d'une Europe aussi qui se porte bien. 60% de ses exportations se font en zone euro. Vous êtes mis d'accord au moins sur les investissements. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et le point qui nous permet à tous de trouver plus de puissance, plus de force, de retrouver une croissance plus forte, c'est l'investissement. L'investissement public, lorsque c'est possible, et l'investissement privé. C'est d'ailleurs le sens profond du crédit impôt compétitivité emploi. C'est donner aux entreprises françaises. Publics. Mais bien entendu. Quand vous avez des autoroutes qui sont dans aussi mauvais état qu'en Allemagne, qui va investir dans les autoroutes? Il faut aussi qu'il y ait de l'investissement public. Ce n'est pas un débat entre les partisans de l'investissement privé et les partisans de l'investissement public. C'est une conjonction de forces. Essayez de nous dire ce qui ressort de vos conversations apparemment entre copains, vous et Schäuble. À me fâcher, d'autant plus que nous étions hier dans une harmonie de conviction. Est-ce que l'Allemagne va soutenir Paris auprès de la Commission de Bruxelles? Mais la Commission de Bruxelles, elle est en discussion avec nous. Nous sommes en discussion avec la Commission de Bruxelles. C'est une discussion entre la Commission et nous. La Commission a cette responsabilité de regarder chacun des budgets de chacun des pays. Sapin, dimanche, votre ami Emmanuel Macron se disait sûr que les discussions actuelles avec Bruxelles aboutiraient. Est-ce que ce matin, vous le dites vous aussi? Écoutez, c'est moi qui mène ces discussions. Donc je sais où elles en sont. Et je sais qu'aujourd'hui, le dialogue est constructif parce que c'est l'intérêt de tous. Martine Aubry, est-ce qu'elle est une alternative à la politique que vous menez, Hollande, Valls, Macron, Sapin, etc.? Ce n'est pas une alternative, parce qu'il n'y a pas d'alternative à la majorité que nous sommes aujourd'hui. C'est par contre une pensée vive, stimulante, et au fond peut-être faut-il prendre ce qu'il y a de stimulant dans son intervention et ne pas tomber dans un débat sur je ne sais trop quelles arrière-pensées. Elle veut votre réussite du quinquennat, condition que vous fassiez le contraire de votre propre politique. Non, ça c'est vous. C'est une nouvelle alliée. Ça c'est vous qui le dites. Ça c'est une nouvelle alliée. Je retiens une seule chose, elle veut la réussite de ce quinquennat, ça tombe bien. Attention à la commandeur ou à la commandeuse. Merci beaucoup Michel Sapin d'être venu en direct sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. On vous retrouve évidemment demain à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Bonne journée.